Bonjour à tous, bienvenue au Festival d'Aubagne, la première édition du Guest Show, l'émission talk show du Festival d'Aubagne, le festival dédié à la musique de film et au cinéma. C'est le seul festival de cinéma qui invite les compositeurs de tous les films en compétition, courts et longs métrages. Il y a aussi donc des cartes blanches, des leçons de musique, des masterclass, des rencontres professionnelles. Ici, donc, je vais tout d'abord annoncer les invités du jour, Stéphane Warbeck, Éric Neveu, Fabien Cali et Nicolas Rezaï. Je vais commencer par me tourner vers Stéphane Warbeck. Stéphane Warbeck, donc, vous avez travaillé à la fois en Grande-Bretagne, dont vous êtes originaire, les États-Unis et la France. Vous avez une collaboration fidèle avec John Maiden, notamment sur Shakespeare in Love, qui vous a valu l'Oscar de la meilleure musique de film. Vous êtes déjà venu à Aubagne. Vous avez notamment présenté ici Police. Vous avez pu parler de cette collaboration avec Maïwenn. Quel souvenir avez-vous de cette présence à Aubagne? Et plus largement, travailler en France, est-ce que c'est différent que travailler avec John Maiden, par exemple? Ça, c'est plusieurs questions en même temps. Tout à fait. Alors, d'abord, il faut dire que c'est la troisième fois que je suis venu là, en Aubagne. Et je trouve que c'est un festival plein d'esprit, plein de jeunes et de jeunes compositeurs, de jeunes filmmakers. Alors, ça, je suis très heureux avec ça, que c'est un festival jeune qui encourage le travail parmi ces jeunes filmmakers. Alors, pour parler de s'il est différent de travailler en France ou aux États-Unis ou en Espagne ou en Angleterre, ça dépend vraiment de la personne. C'est-à-dire, tu peux parler avec un réalisateur de France qui est très auteur, mais ça peut s'arriver également chez nous en Grande-Bretagne ou en Petite-Bretagne, maintenant qu'on a voté malheureusement pour cette idée stupide de quitter nos partenaires européens. Je suis très triste là-dessus et je peux parler pendant 3/4 d'heure si vous avez besoin. Mais vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est très auteur chez nous. Alors, c'est pas, je crois, possible de dire qu'il y ait une grande différence. Peut-être en France, on est un peu plus modeste sur le niveau de underscore, on se retient un peu plus, on est moins la musique partout. Et je crois que, par exemple, si vous avez vu le film Dunkirk, il y aurait eu beaucoup moins de musique si c'était un Français qui l'avait fait. Et selon moi, ce serait pas mal s'il y aurait eu un peu moins de musique. Mais ça, c'est notre question. Bon, ça suffit maintenant. Merci. Vous êtes présent au festival en tant que président du jury? Non, pas cette année. Non. Pas cette année. Non. Ici, vous êtes présent. Ah oui, pour vous diriger vous dirigez la masterclass. C'est ça. Oui, voilà. Là, on a 9 jeunes compositeurs, un peu de partout. Pour la plupart, c'est des Français, mais il y en a une Italienne et une Canadienne. Alors, c'est des gens très doués qui commencent leur carrière avec la musique de film. Et je suis vraiment frappé par la qualité de ces jeunes compositeurs. C'est très, très impressionnant. Et peut-être c'est intéressant de voir comment ils commencent à se former par rapport à les disciplines du métier. Et là, je serais très fier de les regarder dans le ciné-concert samedi. Ils vont jouer leur propre travail avec des excerpts de films. Donc vous êtes un peu le professeur, on va dire, avec des élèves jeunes musiciens, au terme de 10 jours d'ateliers de composition qui nous mènent à la clôture samedi avec ce ciné-concert. Vous avez choisi cette année, chaque année il y a une nouveauté, et cette année c'est vos propres films. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des extraits de 3 films sur lesquels j'ai travaillé. En plus, il y a des petites surprises. Ils ont fait eux-mêmes des très petits films de 50 secondes qu'ils ont animés avec leur musique, mais ça c'est un secret, il ne faut pas dire à personne. Alors, mais il faut dire que c'est moi qui apprends aussi que eux, parce que je suis tellement frappé par les idées que je n'aurais pas pu avoir moi-même. C'est toujours comme ça que ça t'enrichit toi-même quand tu travailles avec d'autres. C'est formidable.
Notre deuxième invité, Éric Neveu, bonjour. Vous êtes donc un des compositeurs français les plus actifs aujourd'hui. Vous avez débuté avec François Ozon, Delphine Glaise, Patrice Chéreau. Aujourd'hui, vous êtes un peu international avec notamment le Libanais Ziad Doueri, mais également le film d'animation Zombielenium que vous montrez en carte blanche ici. Donc il y a à la fois le travail du cinéma d'animation, du cinéma politique, du cinéma à grand spectacle, des comédies. Vous êtes aussi installé, donc vous partagez entre la France et les États-Unis. Quel regard avez-vous sur ce métier de musique de film? Est-ce que vous voyez les évolutions aujourd'hui, les enjeux principaux du métier? Oh, c'est une question, grosse question. Je ne sais pas si ça change tant que ça. Moi, je trouve que j'ai l'impression de suivre ma route et de travailler différemment au fur et à mesure des années, parce que de chercher toujours des nouvelles façons, des façons d'évoluer. Après, on est toujours à un moment seul face à une image, face à un film, et en train de se demander quelle va être la bonne musique sur une scène. Les outils évoluent, etc. Évidemment, on peut faire des choses de façon autonome, sans doute plus qu'avant, aller plus loin, produire, autoproduire la musique, etc. Mais quand je relis des choses sur le cinéma des années 50 ou sur le début de l'animation, comme j'ai commencé à faire des films d'animation, j'ai vraiment eu envie de lire des choses là-dessus. C'est finalement toujours un musicien ou une musicienne face à une image et qui se demande quelle va être la bonne façon de l'aborder. Oui, je trouve que c'est un métier c'est un magnifique métier, quoi. Qui donne la grande chance de passer comme ça d'un film à l'autre, d'une ambiance à l'autre, de Zombielenium à l'insulte dans mon cas, donc de jamais s'ennuyer. J'ai eu la chance de ne pas être cantonné dans un style de film non plus, donc un peu comme Steven, qui a pu, comme ça on se balade sur des environnements très différents et on suit notre route, notre chemin artistique. Et chaque film est une sorte, comme on disait en masterclass, une sorte de reset. Un nouveau film arrive, on oublie un peu ce qu'on a fait avant et puis on se replonge dans un nouvel univers. Alors vous connaissez aussi le Festival d'Aubagne puisque vous étiez venu notamment pour Carnage qui avait reçu un prix. Quel souvenir avez-vous de cette venue à Aubagne? C'était il y a 15 ans, ouais. Je crois. Ouais. C'est la première fois que j'ai eu un prix. En plus, j'étais hyper fier. Ouais. Le festival était différent parce que je ne connaissais pas ce lieu. Moi, je n'étais pas revenu depuis en plus. C'était un très bon souvenir. En plus, c'était Éric de Marsan qui m'avait remis le prix. Ça m'avait vachement. Ça fait partie des compositeurs que j'admire beaucoup. Et j'avais été vachement touché de ça. En plus, ça nous avait permis de faire connaissance. Mais il avait cette chose, le festival, que je redécouvre aujourd'hui encore, une chaleur, une envie de partager des expériences, pas de vraiment, sans barrière, de parler avec des gens. Hier, on est arrivé hier, on a bu des verres, on a discuté avec des gens, avec des compositeurs, on s'est rencontrés, on partage nos expériences dans des domaines divers. Et, c'est vraiment une bonne chose qu'un festival focalise comme ça sur la musique de film, parce que on est à la fois très présent avec notre musique, la musique est très présente dans les films, parfois très importante, et en même temps on fait partie des gens qui travaillent un petit peu dans l'ombre. Donc d'avoir un coup de projecteur sur notre métier, et aussi la transmission avec les masterclass, les rencontres avec les jeunes compositeurs, tout ça, c'est assez formidable, je trouve. Alors Carnage, vous avez dit il y a longtemps, maintenant que vous avez reçu ce prix, mais est-ce que vous pensez que ce film-là, vous pourriez le refaire aujourd'hui, tel que vous l'avez fait, ou votre style ou votre sens de la musique de film a évolué? Et quand j'ai fait Carnage, c'était un des tout premiers films, c'était au même moment où je commençais à collaborer avec Patrice Chéreau, en l'occurrence, de façon vraiment étendue. C'est vrai que je faisais de la musique un peu différemment, j'étais encore dans des logiques très proches du sampling, de l'échantillonnage des bidouilles, et puis c'était un film qui était un peu sur le fil, qui était qui basculait vers des choses plus mélodiques, de commencer à se lancer dans une écriture mélodique, de prendre un peu confiance, et puis surtout, ce film est important, je pense que Delphine Glaise avait vraiment avec ce film amené quelque chose de très, très singulier. Le film était à Cannes, il avait été apprécié d'ailleurs, il n'avait pas eu beaucoup de succès commercial, mais c'est une des premières fois où j'ai vu, en plus elle a exactement mon âge, donc c'était vraiment une jeune cinéaste de ma génération, et où j'ai vraiment compris ce que c'était que des cinéastes qui avaient un langage très très singulier, très spécifique, très loin des codes. Delphine,
elle était dans un, elle est tout, elle fait des films vraiment à elle, quoi, qui répondent pas tellement, qui rentrent pas tellement dans des cases. Et pour la musique, c'était un support, un terrain de jeu formidable. Alors Zombielenium, qui est projeté sur le festival, est-ce que le cinéma d'animation est un genre particulier pour un compositeur? Alors moi je le connais peu parce que j'ai fait 2 films et j'avais vraiment depuis très longtemps envie d'en faire. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 opportunités. Richard de Storr qui est sorti en France sous le nom de Le Voyage de Ricky et assez peu de temps après Zombielenium. Et je m'étais préparé, comme je disais, en lisant pas mal de trucs, ça m'a toujours intéressé, même la grosse animation, même Disney, tout ça, ça m'a toujours un peu fasciné, ce travail de l'animation. Et oui, c'est différent parce qu'on remplit une piste de son qui est complètement vierge. C'est-à-dire qu'on arrive sur un matériau où il y a, quand on travaille, des voix, 3 effets sonores, et où il faut construire un paysage sonore. Il y a beaucoup de musique. Ça se rapproche aussi par rapport à ce que disait Steven, c'est des musiques souvent plus assumées, répondant à des codes assez différents des codes qu'on a l'habitude de voir en France, en tout cas dans un certain type de cinéma. Donc il y a une envie de musique qui est encore plus forte peut-être que sur certains films, on ne peut pas généraliser, mais que sur certains films de live action, il y a une vraie envie de musique, de paysage sonore, d'interaction avec le sound design, etc. Donc pour un compositeur, c'est pareil, c'est encore un terrain de jeu nouveau et vraiment très amusant. Écoutons votre musique sur Zombielenium, donc un film sorti en 2017, musique donc d'Éric Neveu. Retour sur le FIFA Guest Show, nous venons d'entendre votre musique, Éric Neveu, pour Zombielenium, alors très orchestral, on vient de l'entendre. C'était une nécessité pour ce film flamboyant d'avoir l'orchestre? L'orchestre, mais l'orchestre dans l'hybride, l'orchestre mélangé à cette couleur rock, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de chansons de Matt Bastard, le leader du groupe Skip the Use, assez connu en France, qui a écrit des chansons très importantes et présentes à l'image, scénarisées. Qui avait donné un ton, ils avaient envie d'avoir un ton assez rock au sens le plus large. Donc, et après, en travaillant, ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin de score parce que le film est très épique et répond à des codes très, très forts. Donc l'orchestre s'impose, mais pas un orchestre seul. Le générique est évidemment un peu le procédé poussé à l'extrême, donc avec un groupe pop en fait, des batteries, de basses, des guitares. Des chœurs, j'ai 60 chanteurs pour faire des effets épiques, etc. C'était très amusant. Ouais. Et c'est un film qui avait besoin et envie vraiment d'un score assumé. Et on a tout de suite compris qu'il fallait l'installer dans une hybridité comme ça, quelque chose qui ne nous donne pas l'impression que quand le score arrive, on devient musique de film classique, mais qu'on flirte avec et qu'on garde toujours cette tension rock qui est vraiment une caractéristique du film.
Tout à fait. Puis ils m'ont fait un cadeau sur le générique, vous avez vu, ils m'ont mis mon nom avec l'apparition du diable, etc. Ils ont été vachement généreux. Zombilénium. Le cinéma d'animation concerne également notre troisième invité, Nicolas Rezaï. Bonjour, bonjour. Vous êtes ici à Aubagne pour un film d'animation court-métrage Memo, qui est donc en compétition. Ce cinéma d'animation, c'est la première fois que vous faites un film d'animation, ou vous êtes quand même un peu dans le milieu depuis... Pas du tout. Enfin, j'en ai fait pas mal de courts-métrages, notamment avec les Gobelins et plusieurs étudiants de cette équipe. Donc je suis assez habitué à ça. Après, ce que disait Éric Neveu, par exemple, c'est qu'il y a le cinéma d'animation peut aussi avoir des choses un peu épiques, tout ça. Là, on est quand même sur du court-métrage qui peut aussi être un peu sur du film d'auteur. Et là, en l'occurrence, le film Memo, c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est plus de la réalisation, quelque chose d'assez sensible, un thème qui parle finalement de la maladie d'Alzheimer. Donc là, on va être dans quelque chose qui presque pourrait se rapprocher de la fiction. Cette école des Gobelins, est-ce que vous pouvez la présenter? Il y a des ponts en fait entre les élèves réalisateurs et des compositeurs. Alors oui, puisqu'il y a leur film de fin d'année. Et en fait, moi j'ai eu la chance d'être dans la classe de Jean-Michel Bernard au Conservatoire du 12e arrondissement de Paris. D'accord, compositeur qui était venu à Aubagne pour la masterclass. Voilà, entre autres, parce qu'il est là régulièrement. Et il a organisé un partenariat avec les deuxièmes années de l'école des Gobelins. Et en fait, les deuxièmes années font les petits films d'ouverture du festival d'Annecy. Donc c'est comme ça en fait qu'on a collaboré ensemble. On a d'abord travaillé sur ces films. Et puis donc cette équipe avec qui j'avais travaillé il y a 2 ans m'ont contacté l'année dernière pour leur film. D'accord. Et vous êtes aussi venu à Aubagne précédemment pour ce qu'on appelait, parce qu'aujourd'hui ça s'est transformé en marché européen de la musique de film, mais ce qu'on appelait le troisième personnage, donc c'était les dispositifs de rencontre. Est-ce que ça avait donné des fruits, cette rencontre au troisième personnage? Pas trop. Ça arrive. Pas trop, mais par contre, l'expérience est intéressante. Voilà, c'était en plus, on va dire, à un moment où je débutais vraiment la musique à l'image. Donc il y avait un certain stress par rapport au réalisateur, comment défendre sa musique, essayer de tomber juste, essayer de réussir à tout prix, alors que finalement là, ce marché, on est un peu mis en concurrence avec d'autres compositeurs, ce que je n'aime pas forcément, parce que c'est pas facile, parce je pense qu'on a tous des qualités de compositeurs et que ce qui est important, c'est de trouver finalement la bonne personne. Et ça, avec l'expérience, c'est que je me rends compte aussi que parfois, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour ce film. Et que quelqu'un d'autre peut faire mieux au sens comprendre en fait l'intention du réalisateur et vraiment fournir une musique qui correspond au film. Et en même temps, stylistiquement, vous avez une palette assez large, parce que vous êtes donc de formation classique, mais vous avez flirté aussi avec le pop-rock, avec l'électro. Vous êtes pianiste à la base. Pour ce film Memo, c'est plutôt la palette pianiste qui vous a intéressé? Plutôt pianiste minimaliste. Eux m'ont fait cette demande en fait. Alors c'est rigolo parce qu'ils avaient écouté quelques-unes de mes compositions et ils m'ont dit on veut vraiment quelque chose de très posé, de minimaliste, qui ne prend pas trop de place. Et en fait, à côté de ça, ils étaient très contents que ça soit du piano parce que le personnage principal, ce vieux monsieur, était pianiste concertiste. Donc il y avait un peu une référence à ça, même si la musique au piano n'a rien à voir avec une musique de concertiste. Et sinon, il y a aussi une partie intermédiaire qui là est jouée à la guitare électrique à l'archet, en fait. Et donc c'est plus sur, quand il commence à perdre les pédales, une volonté de déraillement, quoi. Et à la fin, il y a ces deux thèmes qui se rencontrent, qui se côtoient finalement. Le piano, quelque chose d'assez calme, et ce côté un peu déraillé de ce vieux monsieur qui souffre, parce que c'est quand même une histoire triste. Donc, écoutons votre partition pour Memo, un des courts-métrages dans la compétition donc, du Festival d'Aubagne. Memo, musique donc de Nicolas Rezaï.
Allô? Coucou papa. Ah, bonjour Nina, ça va? Musique de Nicolas Rezaï donc pour Memo, et ce piano correspond à une certaine nostalgie, moi c'est ce que j'ai ressenti. C'est ça, ouais. C'était... c'est en fait, je pense, face à la maladie. Que là, il est en fait, on le voit décoller ces petits papiers qui normalement doivent lui permettre d'être plus ou moins autonome. Mais en fait, il y avait voilà, un peu cette nostalgie, puisque c'est... les étudiants qui ont fait ce film, visiblement, ont raconté une histoire qui était assez personnelle. Donc je crois qu'un des étudiants a vécu un peu cette histoire avec ses grands-parents. Donc c'était voilà, parler de cette nostalgie, de la vieillesse, que ce n'est jamais évident. Et puis ce côté aussi un peu répétitif, qu'arrivé à un certain âge, la vie est parfois un peu banale, mais un peu difficile. Voilà. Et est-ce qu'avec les Gobelins, il y a une manière régulière, similaire de travailler d'un film à l'autre, ou ça varie? Par exemple, pour les films d'animation, en général, il y a un temps long où on propose des musiques, les compositeurs sur des animatiques. Est-ce que c'est le cas, ou alors le film est terminé quand vous intervenez? Alors là, dans le cas spécifique de ce film, comme c'est leur film de fin d'études, ils m'ont contacté quand même assez en amont du projet, donc quand ils étaient en train de développer leur cinématique. Donc c'était vers décembre, ils ont fini le film en mai ou juin, je ne sais plus exactement. Et la musique a dû être faite courant mai. Par contre, au niveau de la musique, ça s'est fait très rapidement. Ça prend très peu de temps. On vient poser ça à un petit moment donné. Parce qu'il faut s'imaginer qu'eux, quand même, travaillent pour 4 minutes. Ils ont travaillé 5-6 mois à 5. Donc c'est quand même 25 images par seconde à animer. Donc ça fait un paquet d'images sur tout un film. Et par contre, j'ai pris le processus en amont. Donc j'ai suivi le déroulé, l'histoire, etc., jusqu'à passer à la composition. Mais bon, là, sur un film comme ça, on ne va pas faire 50 allers-retours pendant 6 mois. Ça n'a aucun intérêt, évidemment. Éric Neveu, vous avez 2 expériences de film d'animation et ça n'a pas été les mêmes procédés. Il y a eu Zombielenium où vous êtes donc intervenu sur le tard, contrairement au voyage de Ricky, il me semble. Le voyage de Ricky, je les ai rencontrés, c'était une coproduction, c'est un film produit en Allemagne avec les pays du Nord. Je les ai rencontrés à Berlin. Eux travaillaient déjà depuis un moment, puisque comme Nicolas, c'est des processus très longs. Alors pour des longs métrages, c'est très long également. Et je les ai vus à un stade intermédiaire, mais j'ai pas entendu après parler d'eux pendant longtemps. Et puis tout à coup, ils m'ont rappelé, c'est maintenant, mais c'était finalement assez court. C'était presque plus court que Zombielenium. On n'a pas travaillé sur la longueur. Ils m'avaient demandé de faire le film et j'avais vu, j'avais lu, j'avais aimé, j'avais vu des animatiques. J'avais dit OK. Mais finalement, j'ai travaillé assez tard. Ouais. J'ai travaillé l'été, on a enregistré tout de suite en septembre, 1 mois et demi. Et Zombielenium, ça préparait. J'ai commencé à Noël, on a enregistré en mars. Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une... Je ne sais pas si c'est vraiment... Je ne sais pas si combien de temps, Steven, tu as travaillé sur Gus en amont, si c'était long. C'est-à-dire à peu près 6 mois, je crois. C'est-à-dire c'était vraiment à la base, on dit c'est quoi Animatique. Animatique, c'était que des lignes comme ça et c'était plutôt les voix qui étaient données l'esprit des choses. Tu peux deviner ce que ça va devenir, mais c'était vraiment squelette de la chose. Alors mais ce qui est pas mal parce que tu penses que c'est toi qui contribues vraiment à l'ambiance des scènes parce qu'il n'y a pas de couleurs, il n'y a rien que les couleurs de la musique et des voix des comédiens. Alors, j'étais très impressionné par le réalisateur, c'est un Italien anglais, Christian De Vita, et puis lui, ses retours sur la musique étaient superbes. C'est-à-dire que c'était très détaillé, pas comme pour la plupart les gens qui travaillent sur les live-action long métrage, c'était est-ce que tu peux faire quelque chose légèrement plus étincelant sur quand le petit oiseau
vol de la feuille qui est plus... Et je me suis dit, d'abord, je me suis dit, oh, ça va être un cauchemar, franchement. Mais c'est comme tu es mécanicien d'un vélo qui est d'une manière superbe, régler des choses comme ça. Et finalement, je me suis dit, je me régale avec ça, c'est formidable. C'est comme un menuisier ou un charpentier qui font un fin travail. C'est très discipliné, très inspirant. Gus en 2014, Yellow Bird en VO. Alors, il y a eu le piano dans Memo, l'orchestre mais l'électronique dans The Millennium. Dans Gus, il y a une palette assez large de la guitare, la mandoline, la flûte, le banjo, l'accordéon, percussion, trombone, tuba, trompette, clarinette, saxo. Il y a un côté jazz fanfare un peu. Est-ce qu'on peut décrire comme ça la musique de Gus? Oui, c'est ça. J'ai un petit band qui s'appelle The Kippers et j'ai presque emprunté la musique de ma petite band et posé au centre de la musique. Alors, il y a un côté plus romantique, un peu plus sentimental, orchestral, mais il y a un truc, on dit manouche, un peu côté comme ça, klezmer peut-être, qui est un peu plus playful. Et je voulais des choses, des combinaisons d'instruments qui n'étaient pas trop conventionnelles. C'est assez conventionnel quand même, mais qui n'étaient pas que des combinaisons orchestrales, qui avaient des interventions de banjo ténor, le banjo à 4 cordes, par exemple. Mais finalement, la vérité, c'est qu'on met ce qu'on veut entendre. C'est parce qu'il n'y a pas de mystère. C'est parce que j'avais envie d'entendre un ténor banjo, un accordéon. Alors, je les ai mis. Et puis, c'est un côté, comment dire, homespun. C'est quoi ça en français? Homespun, c'est amateur un peu. Ouais, c'est ça que je voulais. Avec cet oiseau qui est pas très, il réussit pas très bien à être oiseau. Alors c'est bien qu'il y a avec un banjo plutôt que quelque chose de très élégant au violon. Et le cinéma d'animation autorise ce genre de côté insolite qu'un film un peu réaliste interdirait d'être trop inventif peut-être? Oui, on a l'impression de pouvoir être un peu plus stupide, qui n'est pas mauvais. Cinéma d'animation, Gus, être compositeur de musique de film, on est au service du film, mais comme vous venez de le dire, ça n'interdit pas de se faire plaisir. Oui, je crois qu'il faut... Hier, on a eu un masterclass de Gabriel Yared. Il a dit une chose que moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est inutile d'écrire une musique que tu n'aimes pas toi-même. Et je le fais souvent. Je le fais pour essayer de plaire à un réalisateur. Voilà. Et, voilà ma musique. Et tu sais très bien que tu ne l'aimes pas. Comment est-ce que tu attends que quelqu'un d'autre va l'aimer? Il faut absolument que tu t'y mets à faire quelque chose qui te plaît, toi. Et comme ça, tu arrives à des choses plus beaux, je crois, plus belles. Oui. Le format chanson, est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Parce que dans Gus, vous avez aussi participé à une chanson faite pour le film. Oui, j'ai fait pas mal de chansons dans le théâtre. Mais par contre, au cinéma, peut-être 2 ou 3 fois. Non, un peu plus que ça, mais pas beaucoup. Mais là, je suis en... Non, je ne vais pas dire ça, non. Tout est possible ici. Non, je cherche des producteurs pour mon film. Ah. S'il y en a, il faut venir me voir après. La musique de Gus, en tout cas, le plaisir que vous y avez pris est communicatif. On va le découvrir tout de suite dans un extrait de ce film, donc Gus, qui est d'ailleurs projeté sur le Festival d'Aubagne à l'occasion donc de la présence de Stephen Warbeck.
Maman. Salut toi. T'es perdu, je cherche un ami. Tu veux être mon meilleur ami? Musique de Stephen Werbeck, donc, pour ce film d'animation Gus. Alors, il peut paraître l'antithèse du cinéma d'animation, c'est-à-dire d'un cinéma inventif avec uniquement du dessin. L'antithèse pourrait être uniquement de l'image réelle, c'est-à-dire du documentaire. Mais il y a quand même des similitudes qu'on peut y trouver. Vous avez, Stephen Werbeck, par exemple, écrit la musique de Gardien de la Terre en 2016, Down to Earth. Est-ce que c'est différent, donc, ce travail de documentaire ? Ah, j'attendais pas cette question, je ne suis pas préparé. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment différent, mais là, c'était parce que c'était des gens qui ont passé plusieurs années de leur vie à faire des rencontres avec des shamans. What's a shaman? Chaman, un peu partout dans le monde. Alors, je ressentais une responsabilité envers ces gens qui ont consacré une grande partie de temps à faire ça. Alors, ça, c'est différent, parce que là, dans une animation, on est tous en train de créer quelque chose ensemble. C'est-à-dire que là, ils avaient déjà une partie d'une vie qui était là, sur l'écran. Alors, c'était à moi de découvrir ce qu'ils voulaient faire avec ce qu'ils voulaient dire et d'essayer de reprendre les messages des chamans un peu, de voir d'une manière assez superficielle, j'imagine, parce que c'est un sujet tellement profond, mais de répondre un peu à des choses très personnelles et très puissantes. Alors, ce n'était pas vraiment la même chose. Je ne sais pas, c'était très compliqué, ce film, à faire. Et c'était comme tu es à table avec eux et tu dis, je ne comprends pas ce que je mange là. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Ce steak n'est pas vraiment bien cuit. Je ne sais pas si je peux mettre de la sauce. Oh non, il ne faut pas mettre ça, pas de moutarde sur le poulet. Je ne sais pas, il faisait avancer d'une manière très délicate. Mais par contre, ce qui est bien, c'est de travailler sur quelque chose qui vaut dire tellement à les créateurs. Ce n'est pas juste un métier, ce n'est pas un travail, c'est quelque chose dans leur vie qu'ils voulaient partager avec le monde. Éric Neveu, d'ailleurs, vous avez aussi travaillé sur un documentaire, Il était une forêt, de Luc Jacquet. C'était aussi un travail spécifique ou alors ça reste un travail de musique de film? Je l'ai vraiment pris comme une musique de film et ce qui est amusant, alors il y avait un truc, c'est qu'il y avait aussi de l'animation en fait. Sur la partie documentaire, il y avait des surimpressions d'animation parce que ça parlait de la forêt, de la régénération, donc il y avait toute une partie sur les cellules, sur la partie invisible de la progression, de toutes les choses qui poussent, etc. Donc je l'ai pris vraiment comme un objet de cinéma et c'était vachement intéressant d'avoir un pied dans le documentaire, mais un documentaire très écrit, assez poétique, avec une dimension informative, mais quand même vraiment poétique et assez majestueux, parce c'est un film qui a des images très spectaculaires. Et pour moi, c'était un objet de cinéma. Je ne me suis même pas tellement posé la question. Je ne me suis pas dit que je faisais un documentaire. Je me suis dit que c'était un film et dont les personnages principaux et uniques étaient des arbres, en fait. Ouais, il y a quelque chose de très organique, finalement, de faire un documentaire sur les arbres. Donc le rapport au son est très important, j'imagine, le bruit des feuilles. Oui, il y avait quasiment que des sons refabriqués. Parce que c'est un film qui est très intéressant parce que Luc a quand même réussi à tenir les gens en haleine sur la pousse des arbres quand même, qui est quelque chose qui n'est pas, en termes d'action immédiate, qui n'est pas quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Donc il a vachement intelligemment reconstruit les processus et oui, le côté organique évidemment, et la musique avait un rôle important parce qu'il y avait vraiment ces matières presque évoquant des sons naturels, mais n'en étant pas vraiment. C'était déjà interprété par les monteurs son, la musique et une voix off. Donc là, on parle de terrain de jeu. Là, c'était l'ultime terrain de jeu. Il y a une musique qui a vraiment une place pour se déployer. Qu'est-ce que vous aviez comme instrumentation là-dessus? Et là-dessus, on était avec plutôt une forme assez classique, un gros orchestre enregistré à Air Studio, des chœurs d'enfants
et de femmes, du piano, mais assez minimal. Et après, moi, beaucoup derrière tout ça, de textures abstraites mélangées. C'était encore relativement hybride. Mais avec c'était tellement majestueux, notamment tous ces moments sur la canopée. Il y a la scène d'ouverture est assez spectaculaire. On finit au-dessus d'une canopée, c'est dément. Donc il y avait une dimension épique, presque comme un film d'aventure. Et donc l'orchestre avait une vraie place et on ne s'est pas gêné. On s'est fait plaisir aussi. On a eu envie de ça parce que il y avait des moments très minimalistes, mais c'était qu'un effet d'opposition et de contraste. Le rapport au son, Stephen Warbeck, quel est votre regard là-dessus, sur le rapport de la musique avec le sound design d'un film? C'est une chose un peu frustrante chez moi, c'est-à-dire on travaille rarement côté à côté avec sound design. C'est-à-dire qu'on s'impose l'un sur l'autre au mixage final. Et parfois, il y a tous les deux qui perdent. C'est-à-dire que on a fait sur, par exemple, Corelli, on va faire un extrait de Capitaine Corelli, Mandoline de Capitaine, ciné-concert. Il y avait un morceau avec un solo guitare sans sonorisation. Et pour moi, c'est un des moments de ma carrière en cinéma préférés. Et j'aurais dit, je te confie tous les autres morceaux, tu peux faire sound design n'importe où, mais donne-moi quand même quelques secondes, quelques minutes pour faire que de la musique. Et je crois et je crains que c'est de plus en plus difficile. Peut-être pas en France, je ne sais pas. Mais par exemple, quand j'étais petit, et j'ai regardé beaucoup de films français ou italiens ou espagnols des années 60, on avait souvent des choses que c'était consacré à la musique ou c'était consacré à juste le son des essuie-glaces d'une voiture qui allait vers l'hôpital, rien d'autre. Des choix très, très bold, c'est quoi, courageux. Mais maintenant, on dit, ah, il pleut, alors il faut la pluie. Il y a la pluie. Il y a des gens qui arrivent. Il faut les essuie-glaces, il faut la respiration du conducteur, il faut le moteur, il faut la musique. Et je pense que parfois c'est frustrant parce qu'on ne fait pas le choix qui doit être fait. On vient de parler de cinéma d'animation, ensuite de documentaire, par Stephen Warbeck, documentaire par Éric Neveu, et ça me permet d'enchaîner avec notre quatrième invité que je n'ai pas encore présenté. Bonjour Fabien Cali. Bonjour. Alors vous êtes ici à Aubagne pour le jury court-métrage. Oui, c'est ça. Et vous voyez de quoi je veux parler, vous avez écrit la musique d'un documentaire en 2014 qui s'appelle Terre des ours. Oui. Alors pour un compositeur justement, quels sont les enjeux d'un documentaire dit animalier où il fallait peut-être pas si loin du cinéma d'animation où il fallait musiquer un animal? Disons qu'en fait, ce que j'ai découvert moi sur ce film, c'était mon premier long métrage, c'est que le film est complètement muet. On pense qu'en fait, il y a des sons qui sont pris en direct au moment des captations avec les animaux, mais il n'y a quasiment rien qui est exploitable, et surtout, plus particulièrement avec des ours, parce que c'est des animaux qui sont très muets. Et donc le réalisateur avait besoin quand même que les animaux s'expriment, donc ils ont recréé l'intégralité de la bande son finalement, et la musique devait se fondre à l'intérieur de tout ça, et malgré tout on devait exprimer quelque chose qui soit de l'ordre de l'aspect, on va dire, inéluctable de la nature, et surtout pas souligner quelque chose comme la mélancolie, des sentiments qui seraient un petit peu du côté humain. Il voulait vraiment quelque chose de très détaché de ça, de donner un sentiment aux animaux. C'était quelque chose qu'il ne voulait surtout pas. Votre musique est plutôt lyrique, elle accompagne finalement les grands paysages également de ce film. Oui, c'était plutôt des musiques qui étaient attachées on va dire, au lieu, et puis un peu moins aux personnages, si tant est qu'il y avait des personnages, parce que c'est finalement quelque chose qui est assez scénarisé. Le scénario est écrit à l'avance, ils savent à l'avance, avant d'aller tourner, ce qu'ils veulent trouver comme situation, et puis soit ils les trouvent, et parfois ils les trouvent pas. Donc il y a des choses qui s'adaptent en permanence au niveau du scénario, et la musique doit aussi s'adapter à ça. Écoutons votre musique, Fabien Cali, pour Terre des ours.
Le pouvoir d'une musique de film sur une image. On aurait mis sur ces mêmes images la musique qu'on avait entendue pour Gus, on aurait dit que c'est une séquence de comédie où l'ours va trébucher. On aurait mis la musique de Zombielénium, on se dit les chasseurs vont arriver. On aurait mis la musique de Memo, on se dit ce vieillard ours est sur la fin. La musique va vraiment donner un sens finalement et c'est peut-être l'enjeu de la musique de film. Les réalisateurs peuvent en avoir peur parce que du coup vous pouvez transfigurer finalement leurs images. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Stéphane Warbeck, Éric Neveu? Alors, le boulot d'un réalisateur, c'est de nous empêcher de gâcher le film. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça, oui. De ne pas faire un truc comique de ces magnifiques ours, c'est ça. Disons que ça aurait pu Ouais. également fonctionner. Ouais. Après, tout est l'idée de ce que veut le réalisateur finalement. Ouais, c'est ça. C'est une traduction de ce qu'il veut. Ouais, finalement. c'est ça. C'est l'idée du dialogue. Mm. C'est sans doute un des aspects. Moi, j'ai tendance à penser que c'est la moitié du travail sur la musique de film. C'est la compréhension, le dialogue. Ce moment où des réalisateurs ou des réalisatrices vous disent « Oui, alors moi, je ne suis pas musicien, je ne sais pas trop. » On ne parle évidemment pas de musique réellement, on parle du film. On se demande, voilà, qu'est-ce qu'on veut traiter? On veut traiter la nature autour de l'animal. Est-ce qu'on veut vraiment traiter la naissance, le côté le subjectif du bébé, enfin de l'oiseau qui vient de sortir de l'œuf? Tout ça, le dialogue est central et je pense que c'est la première chose que des gens qui veulent faire de la musique de film doivent avoir à l'esprit, à mon avis. Parce que il faut être un peu modeste aussi par rapport au fait qu'on fait partie d'un grand projet. On est un des éléments du projet et puis il faut essayer de servir au mieux sans complètement se renier ses propres idées, mais il faut quand même avoir une certaine humilité par rapport à ça aussi, quoi. C'est pas notre musique complètement, c'est une musique qu'on écrit aussi pour un film. Et puis, savoir donc trouver en harmonie avec le réalisateur quel est le bon point de vue de la musique. Finalement, c'est une question de point de vue, comme on vient de l'entendre. Alors, pour terminer ce FIFA Guest Show, je vais clôturer chaque Guest Show par la question, une ou deux BO, qui pour vous est une référence, qui vous a soit donné envie de faire ce métier, ou soit qui aujourd'hui fait partie de vos BO que vous aimez entendre. Peut-être dans l'ordre de la présentation initiale. Stéphane. Paris, Texas. Ray Cooder. D'accord, merci. Éric. Once Upon a Time in America Oh, yeah. et Sicario, recently. D'accord. Ennio Morricone. Et Joan Et Johansson. puis Joan Johansson. Hommage à Joan Johansson. Au passage. d'ailleurs. Ouais. Nicolas. C'est difficile, hein, parce qu'il y en a plein. Mhm. Je dirais Ennio Morricone pour Le Bon, la Brute et le Truand, notamment le final avec au cimetière. Et là, en fait, c'est pas que de la musique, c'est le tout qui fait que c'est énorme et qu'on est pris aux tripes. Et sinon, Taxi Driver de Bernard Herrmann. Et oui. Sa Où là, seule incursion dans le jazz. C'est ça, Mm. c'est extraordinaire. Mm. Et enfin, Fabien. Eh ben, je rejoins un peu Nicolas, c'est-à-dire que voilà, ce final dans le cimetière, moi je l'ai découvert avant de voir le film. C'est quelque chose qui sert au groupe Metallica à ouvrir les concerts, cette musique. Et donc j'ai découvert cette musique par le biais de ce groupe. Et puis évidemment Bernard Herrmann et puis Thomas Newman aussi que je trouve vraiment assez, vraiment un compositeur assez singulier et très intéressant. Voilà. Merci à vous quatre, bonne fin de festival, bonne masterclass Stéphane, hâte d'être au concert samedi soir. Et bon courage pour le film Memo en compétition, pour le jury et la fin de la carte blanche au festival. Bonne fin de journée et prochain guest show demain.